Bonjour, bienvenue à tous dans l'émission Portrait de femme, Sinfin Azouk. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Ranwa Rana, qui a un parcours vraiment inspirant. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de son parcours, un peu tout son cheminement jusqu'ici. Dans un deuxième temps, on va parler de son court-métrage Makan, qui est vraiment pour moi l'un de ses travaux les plus importants et je pense pour elle aussi. Dans un troisième temps, nous allons parler de la figure de la mère qui joue un rôle central dans son court-métrage. Et pour conclure, on aura le petit message de sa part qu'elle veut transmettre à travers cette émission. Donc bienvenue à toi Ranwa, merci. D'être ici aujourd'hui avec nous et d'avoir cette discussion et qu'on puisse parler de tous tes projets, surtout de ton court-métrage. Alors du coup, toi tu as commencé avec la photographie. Donc au tout début, tu t'es intéressée à la photographie, tu as commencé en tant qu'amatrice et donc tu as commencé à filmer des événements, des films, etc. Et tu as aussi pris des membres de ta famille comme modèle. Donc voilà, tu as commencé un petit peu, en tout cas par le biais de la photographie. Tu as poursuivi avec des études d'art et ensuite tu as allié ça avec de l'ethnologie. Donc déjà ça, je trouve que ce sont deux disciplines qui sont assez intéressantes et qui dans la communauté franco-pakistanaise, ce ne sont pas forcément les voies que tout le monde en tout cas choisit de prendre. Par la suite, tu as fait un master en cinématographie et tu t'es spécialisée dans les films ethnographiques. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi parce que du coup, ça veut dire que tu as un peu aussi l'aspect documentaire, reportage ou en tout cas réflexion-analyse que tu allies à vraiment la cinématographie, qui est la narration, la fiction. Donc voilà, pour moi, tu es un peu entre la réalité et la fiction, tu es un peu entre les deux, quoi, à travers en tout cas ton choix de parcours. Bah, moi, si je peux Oui, bien sûr, me vas-y. permettre, je considère moins les films que je fais comme ethnographiques. Il y a quand même un terme colonial qui rentre en jeu. C'est vrai. Donc oui, j'ai fait des études d'ethnologie dans une optique de faire du documentaire. Mais c'est encore une perception autre du réel et de la recherche sur le terrain. Mais en effet, entre la fiction et le documentaire, mais parce que autant ce qui m'inspire énormément, c'est les gens autour de moi et ce réel qui parfois est surprenant. Et en même temps, bah, je suis nourrie par énormément de films et d'œuvres d'art de cultures diverses qui sont parfois des films de fiction par exemple. Donc même sans le vouloir, on y arrive toujours C'est ça. à se mêler les pinceaux. Bon, en tout cas, c'est un très beau parcours et je trouve que vraiment l'alliage des deux, en tout cas, c'est assez intéressant. Merci. Donc par la suite, en 2015, donc, tu as fait ton premier film Rêve qui peut. Donc tu t'es occupé de l'écriture et de la direction de ce projet-là, qui a été projeté donc, en 2016 au Festival international de programmes audiovisuels dans la section spéciale. Et tout au long de ça, en fait, tu as un énorme engagement dans les associations. Donc, tu as beaucoup participé à des projets ou à des missions dans diverses associations. Je ne peux pas les nommer parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Mais voilà, en tout cas, j'ai remarqué que tu t'es impliqué dans plusieurs projets d'associations pour des causes sociales et pour des causes assez minorisées, on va dire, entre guillemets. Donc, sur ça aussi, tu as un bel engagement, en tout cas pour moi. Et donc, la partie la plus importante, qui fait aussi un peu l'objet de cette émission, c'est donc ton court-métrage Makan. Donc c'est ça dont on va parler maintenant, qu'on va développer un peu plus. Donc tu l'as réalisé en 2023. Il dure environ 12 minutes et c'est en français et en ourdou. Donc tu l'as complètement réalisé. Donc tu m'as dit que ça s'est fait assez rapidement en 4 jours. Que tu as pu du coup réaliser ce court-métrage. Donc moi, ma première question, c'est surtout déjà pour le choix du titre. Pourquoi est-ce que tu as voulu choisir Makan comme titre, comme titre de ton court-métrage? D'une part parce que je pense que l'histoire qui est racontée, c'est donc une femme qui arrive en France du Pakistan. Et comme beaucoup de personnes immigrées, il faut tout reprendre à zéro. Et donc on reconstruit son nid. Et j'aime bien l'idée que en ourdou, mais on l'a en anglais aussi, on l'a moins en français, il y a 2 mots pour la maison. Il y a la bâtisse, makan, et il y a ghar, qui est le foyer en fait. Qui est plus classique et plus utilisé que makan. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec makan, c'est que
la bâtisse elle-même est à reconstruire quand on arrive dans un pays étranger et qu'on est nous-mêmes étrangers. Et c'est ça qui m'intéressait aussi enfin, j'aime bien en plaisantant dire que je fais des films de fantômes, de personnages que personne ne voit. Et du coup, c'est cette maison un peu fantôme qu'elle va essayer de reconstruire et de donner vie. Donc voilà, et puis oui, après, peut aussi se demander pourquoi du coup j'ai fait le choix d'un mot en ourdou, d'un titre en ourdou oui. et pas en français. C'est que c'est quand même un film qui est majoritairement parlé en ourdou. Et puis c'est ma langue maternelle, c'est la langue de ma mère. Donc ça avait du sens aussi. Et j'aimais bien l'idée qu'on découvre le titre en ourdou en premier. Et qu'il arrive à la fin en lettres latines. Donc voilà, et puis Makan, ça sonne bien, je trouve. C'est vrai que c'est joli comme mot. Mais justement, dans ton court-métrage, l'ourdou a vraiment une place importante. Donc on le voit déjà avec le titre Makan, que tu viens de nous expliquer. Mais tout au long du court-métrage, donc il y a plusieurs références en fait à la langue ourdou. Il y a notamment du coup ton affiche. Sur l'affiche, donc on voit Makan écrit en gros, mais on a aussi un petit poème entièrement écrit en ourdou sur le côté droit. Et puis tout au long du court-métrage, il y a les magazines qui sont en ourdou, il y a la lettre que tu reçois qui est entièrement en ourdou, il y a les chansons, donc les paroles et les chansons qui sont également en ourdou. Donc vraiment, la langue ourdou, elle tient finalement plus de place que le français dans ce court-métrage. Donc de ce que je comprends, c'est vraiment un choix de ta part d'avoir mis la langue ourdou en avant. Disons que c'était un choix et pas un choix. C'est-à-dire que ma mère, sa langue maternelle, c'est le punjabi. Sauf qu'avec moi, on a toujours à la maison parlé en ourdou. On m'a pas appris le punjabi. Donc du coup, moi, naturellement, quand je dis quelle est ma langue maternelle, c'est l'ourdou qui vient et pas le punjabi. Et après ça, le film est centré vraiment sur elle. Et donc, comme moi, je connais ma mère que parlant ourdou, en tout cas sur mes premières années en grandissant, etc. Et les choses qu'on trouvait en France en lien avec le Pakistan, que ce soit les journaux ou les magazines, c'était en ourdou. Et puis, il n'empêche que même et même aujourd'hui, au final, quand on rencontre quelqu'un qui est pakistanais, voire plus largement sud-asiatique, parfois la langue ourdou est une facilité pour communiquer assez étrangement, vu que c'est la langue de Lilith quand même, ce qui paraît aujourd'hui assez étrange on se pose beaucoup de questions en tant que pakistanais sur cette langue. Mais du coup, c'était aussi une... Enfin, je pouvais pas le faire le film en punjabi. C'est une langue que je maîtrise pas comme j'aimerais pouvoir la maîtriser, et ça aurait été moins naturel. Alors que mes deux parents parlent punjabi. Et puis, vu que le film parle énormément de l'accès à la langue, et qu'on a un personnage qui a une difficulté à apprendre la langue française, son moyen de communication, c'est l'ourdou. Et en fait, je pense qu'en France, on n'est pas habitué à entendre cette langue, ou en tout cas la différencier de d'autres langues. Bien sûr. Et du coup, c'était un peu un enjeu aussi pour moi d'une autre langue ailleurs, et de mettre un public non ourdouphone dans la difficulté d'un ourdouphone qui ne parle pas le français. C'est pour ça que du coup je joue un peu avec la calligraphie, etc. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est un beau choix. Et justement, en tout cas, moi, en regardant le court-métrage, du coup, je me suis demandé pour quel public, toi, en fait, tu avais eu l'intention de faire ce court-métrage, parce que justement, comme il y a beaucoup de parties, entre guillemets, en ourdou, que ce soit dans les magazines, comme j'ai dit, ou l'expression dans les chansons, et que, comme il y a très peu de dialogues en français, je crois qu'il y en a 2, si je ne me trompe pas, en tout,
Du coup, pour moi, c'est un film qui peut autant bien être regardé par des personnes qui ne comprennent pas du tout le français, parce qu'elles vont quand même comprendre tout le déroulé, tout le cheminement, toute l'histoire que tu essaies de raconter, et à la fois, du coup, aussi par des personnes françaises, parce que malgré tout, il y a il y a des petites traductions, et puis même avec le contexte, on comprend quand même beaucoup de choses. Et pour moi, il y a beaucoup de non-dits, enfin voilà, il y a beaucoup de scènes où on peut comprendre sans forcément avoir besoin d'un langage, en fait. Mais du coup, toi, quel public, en fait, tu visais, en fait, dans un premier temps, j'ai envie de dire? À vrai dire, moi, je visais pas de public. C'est pas une question que je me suis vraiment posée. Mhm, Quel public? J'avais une histoire à raconter. J'avais un médium pour le faire et des moyens. mhm, Euh, je me suis pas vraiment posé la question du public. Et puis moi, je pars de l'idée que, quelle que soit la forme d'art, mhm. quel que soit le médium qu'on utilise, et encore plus de facilité avec le cinéma, c'est que, en fait, les images, les sons parlent aussi d'eux-mêmes. On peut Bien être sûr. projeté, Mhm, comprendre des choses sans même parler la langue. mhm. Et puis en fait, moi, je trouve quand même assez intéressant que le cinéma est sonore, mais il n'a pas l'obligation d'être parlant constamment. Oui, c'est vrai. On peut faire passer énormément de choses par Mhm, des ambiances. Moi, je pense que c'est quand même un film d'ambiance, parce qu'en effet, il n'y a pas énormément de dialogue. mhm, Et puis au final, il y a une séquence réellement dialoguée, mhm, même sans comprendre ce qui s'y passe. Je mhm, pense qu'on comprend les mhm. enjeux et là où se situent les personnages. Oui. Donc ça, c'est quand même assez drôle de jouer là-dessus, sur cette sensibilité-là. Mhm, Et puis bon, aujourd'hui, on est quand même habitué à avoir un cinéma du monde dans un oui. sens très large. Mhm, On sort un peu du coup du cinéma européen et américain auquel on est habitué. On a de plus en plus de films turcs ou iraniens oui, bien sûr. ou d'Afrique du Nord, etc., qui commencent à nous venir, et que je me dis que même pour un public français Mhm, qui n'a pas toutes les références du cinéma pakistanais, indien ou autre, mhm, il s'intéresse à un cinéma qui est américain alors qu'il ne parle pas forcément anglais. mhm. Il lit les sous-titres, il pourra faire l'effort aussi Oui, bien avec un sûr. film en ourdou. Et bon, ça c'est un côté un peu insolent aussi, mais il y a, il- je pense que on peut toucher. C'est comme la musique en fait. On peut ne pas Mhm, comprendre ce qui s'y joue réellement, mais être emporté par des émotions. mhm, Et puis, mon personnage principal a cette difficulté avec une langue, mhm. et c'est aussi l'enjeu pour le public qui, du coup, fait face à une difficulté qui est de ne pas forcément tout comprendre aussi. Exactement. Et donc là, moi, enfin, ça me fait marrer, quoi, tu vois, de jouer là-dessus. C'est pour ça que le poème, à la fin, par exemple, est Oui. pas traduit. Mhm. C'est D'ailleurs, parce c'est que... le poème qu'on retrouve sur l'affiche de ton film, Exactement, quoi. ouais. Mhm. Et c'est un poème qui n'est pas du tout traduit, alors que je traduis tous les dialogues Oui. qui sont en ourdou, pour inverser le rôle. Là, c'est elle qui Mhm. s'exprime, enfin, elle comprend, elle maîtrise cette langue, Oui, et nous, spectateurs, non. on Et il y a comprend cette pas. frustration un peu, Mhm. on me le dit souvent, ouais, mais c'est frustrant de ne pas savoir, j'aimerais savoir. On me demande souvent si je pourrais pas rapidement dire ce que ça raconte. Et moi, je me dis, bah, c'est mon côté pour les Happy Few. Mhm. Faut Du coup, garder une part un peu ouais, de mystère, on va dire ouais. aussi. Et puis ça, du coup, ça permet de, de marquer un peu autrement les choses aussi. C'est une forme d'expérience aussi, quoi. Bien sûr. Ça se trouve, ça marcherait pas du tout, et du coup, ça serait une Mhm. honte de pas traduire. Et en même temps, c'est difficile de traduire l'ourdou vers le français. Oui, c'est pas facile. Surtout quand c'est de la Euh, poésie comme ouais, ça, on n'a pas c'est forcément les termes, les équivalents. Ouais. Ouais, et donc c'est pas évident, et j'avais commencé, je l'ai traduit le poème parce que Mhm. enfin, on a eu une longue discussion avec, en montage avec Marion et Mathilde sur est-ce qu'on traduit, est-ce qu'on traduit pas. Mhm. Mais en fait, je me suis rendu compte que on passait aussi un moment avec elle, un moment très intime. Mhm. Et je pense que même sans comprendre ce qu'elle dit, pour ceux qui ont Mhm. accepté de jouer le jeu, Mhm. si l'émotion passe, c'est une réussite. C'est ça. Et du coup, même sans Mhm. comprendre, on a compris. C'est ça.
Donc voilà, c'était un petit pari risqué, mais... Bah, en fait, justement, je t'ai posé la question du public parce que justement, comme il y a ce passage-là, donc notamment qui est en ourdou et que tous les locuteurs qui ne sont pas ourdophones ne peuvent pas le comprendre, ou même bah, du coup d'autres références. Enfin, quand je voyais les magazines, tu vois, enfin, ourdou, c'est des choses qui me parlent, tu vois, c'est des références aussi culturelles, etc. Et c'est pour ça que je te posais la question du public parce que, en tout cas, moi, quand je l'ai regardé, ça me donnait l'impression que c'est un court-métrage qui est destiné à notre communauté franco-pakistanaise. Même si, du coup, tu n'avais pas forcément pensé à ça parce que je pense que toi, tu étais plus dans l'optique de tu veux raconter cette histoire, tu veux transmettre quelque chose. Et du coup, ça donne un peu aussi cette impression que c'est pour notre communauté parce que justement, tu vois, il y a des références culturelles, il y a des petites choses qui ne vont pas parler à toutes les communautés ou à toutes les personnes. Et l'usage de la langue, bah, c'est un marqueur important parce que tu vois, ça te différencie et ça te fait référence à ton identité, à plein de choses. Et je trouve que ce qui est vraiment beau, c'est que tu as utilisé la langue, l'usage que tu as fait de la langue, c'est pas juste la langue parlée, comme tu dis. En fait, il y a le silence, il y a les non-dits. Et même à travers les émotions, en fait, les gens, ils comprennent des choses, ils arrivent à comprendre le cheminement. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on aborde ce point-là. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très beau d'utiliser l'ourdou. Parce que pour les jeunes générations, bah, du coup, ça permet voilà, de se rendre compte qu'ils ont un lien aussi avec l'ourdou, même si je suis d'accord avec toi que c'est une langue parmi d'autres et qu'on a nos dialectes, etc. Mais en tout cas, juste le fait de la rendre visible dans un court-métrage comme ça, je pense que c'est assez beau pour beaucoup de personnes. Après, c'était conscientisé, hein, le choix que ce soit en ourdou et que ce soit évidemment traduit pour rendre plus accessible. Je pense qu'il y avait une envie aussi de la question de la représentation. Peut-être encore plus en France où la question de la représentation est quelque chose de très nouveau. On commence à en parler selon les différentes communautés et on a pas énormément de références déjà nous en grandissant de personnes sud-asiatiques. Oui, très peu, ouais. Et puis en fait moi ce qui me travaillait c'était que très peu de gens se sont intéressés et se sont demandé qui étaient ces gens. Tu vois, moi du coup je m'intéressais quand même aux femmes, mais parce que les femmes sud-asiatiques sont encore moins visibles dans l'espace public que les hommes. Complètement. Et en grandissant et en voyant les différents récits de femmes, il y avait pratiquement tout le temps la même histoire qui revenait, la difficulté de la langue, de l'apprentissage du français, etc. On est dans les années 90, donc on parle d'une période où les premiers arrivants dans les années 80, mais il y en a pas tant que ça. Ils sont quand même sur un quartier qu'on connaît plutôt bien, donc de la Chapelle, Louis Blanc, etc. Il y a l'Asie du Sud, selon une rue à deux, on change de pays et de langue. Mais c'est pas des histoires qu'on a l'habitude de voir en tant que Français, Française. Pas du tout, ouais. Et puis on est franco-pakistanaise, qu'on le veuille ou non. Donc du coup, il y a cette dualité-là et en même temps cette complémentarité. Et puis moi, je pars quand même un peu de l'idée que c'est autant pour la France que pour le Pakistan, mais j'aimerais aussi parce qu'on connaît très peu le cinéma pakistanais au final, que ce soit même au Pakistan ou ici, envie d'y participer et un autre cinéma parce que du coup, moi j'ai une autre perception aussi. Bien sûr. Et du coup, je suis française, donc évidemment c'est en France. Mais en même temps, j'ai grandi dans la culture pakistanaise, que ce soit la littérature, les films, les stage dramas, etc. Donc, du coup, c'est des choses qui m'ont énormément inspirée. Et donc, du coup, j'ai du mal aussi à m'en détacher. Donc, moi, je m'amuse à jouer entre les deux cultures, parce que, en fait, c'est moi, quoi. Donc, je pense qu'en racontant l'histoire de ma mère, elle, c'est un prétexte pour raconter d'autres. Oui, c'est un point de départ. D'autres histoires, mais je pense que où que de l'on vienne, en vrai, en tant que femme migrante, en tout cas qui a passé le processus de migration, parce que quand on dit migrant, tout de suite, on rentre dans un autre cadre aussi juridique, mais quand on a eu cette part d'exil, je pense qu'il arrive à un moment où il y a une coupure.
Et ça, moi, ça m'intéressait et je suis partie du postulat que là, je raconte l'histoire d'une femme pakistanaise qui vit en France, mais que ça parlera à d'autres. Bien sûr, à d'autres femmes aussi. Ouais. Et j'aimerais bien justement pouvoir présenter le film dans des cours de FLE, de français langue étrangère, etc. Oui, oui, je pense que ce sera vraiment un cadre. Ouais. Parce que j'aimerais bien avoir leur retour, tu vois. Ah, Des femmes d'ici, je ne l'ai pas encore fait. Ça n'a pas encore été le cas. Justement, j'allais te demander, ton court-métrage, du coup, est-ce que tu as pu le diffuser? Dans quel genre de festival? Où est-ce qu'il a pu être visionné jusqu'à présent? Parce que ça fait 1 an maintenant, presque. Alors, c'est vrai que c'est assez fou cette histoire, mais toute l'histoire du film, de l'équipe, comment les choses se sont faites. Et j'ai énormément de chance parce que j'ai une amie qui s'appelle Zahra Benasri qui du coup est dans la distribution de films, donc ça s'appelle Hors du bocal. Et elle partait de l'idée de faire sortir les poissons de ce bocal à poissons. Et donc moi j'ai été un de ces poissons rouges avec ma canne. Un poisson franco-pakistanais. Et en fait le film a énormément voyagé en fait dans différents festivals. Pour le moment pas en France. Plus à l'étranger du coup. Mais oui, du coup. En Europe ou ailleurs. Du coup il y a eu la Grèce, alors j'ai pas tout retenu, mais il y a le Canada, les États-Unis, il y a eu quelques gros festivals quand même qui se sont intéressés. Et sur la question de la langue, justement, c'est quelque chose qui a intéressé énormément dans le film. C'est la question de l'apprentissage de la langue. Donc moi, évidemment, ça me fait plaisir. Et du coup, de me dire que ailleurs, avec d'autres problématiques et d'autres communautés, cette question-là... Surtout que Canada, du coup, il y a quand même une partie francophone. Donc ils peuvent plus, voilà, ça peut plus leur parler que d'autres, j'imagine, d'autres pays. Quoi. Oui. Et du coup, ouais, il a pas mal voyagé du coup. D'accord. Justement, tout ce que tu m'as dit, c'est très bien parce que ça me fait la transition sur la dernière partie qui concerne vraiment, on va dire, les femmes et la figure de la mère. Parce que, bon, c'est vrai que j'ai pas expliqué tout le court-métrage parce que j'ai envie que les gens le regardent. J'ai pas envie de spoiler, comme on dit. Mais c'est un peu l'histoire, du coup, de ta maman que tu as essayé de raconter, en fait, dans ce court-métrage. Et en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est comme si, un peu en accéléré, on avait vu la première génération arriver et comment on transmet aussi le flambeau, du coup, à la deuxième génération. Mais je vais pas dire la fin parce que j'ai vraiment envie que les gens regardent. Parce que voilà, moi je l'ai regardé 3 fois, mais les 3 fois je suis toujours très très émue. Parce qu'encore une fois, je pense qu'en tant que franco-pakistanaise, on ne veut pas le regarder sans émotion. Je pense que c'est impossible, donc voilà, j'invite vraiment les gens à le regarder. Et justement, par rapport à ta maman, donc ma première question c'est qu'est-ce qu'elle en a pensé de ce court-métrage? Quel retour elle t'a fait en fait après avoir vu ce travail? C'est une question qui revient assez souvent, alors c'est assez... j'allais dire, pas grand-chose en fait. Ma mère, elle a suivi tout le processus du moment où j'ai eu l'envie de faire le film. J'ai mis 4 ans à me lancer au tournage entre le moment où... D'accord. Entre l'idée et le moment où tu la réalises. Où on passe en, en tournage. Toutes les affaires que l'on voit parfois dans les photos aussi, c'est ses vêtements, que tu as ses repris, cassettes, son carnet. Tu t'es vraiment mis dans sa peau en fait, dans le court-métrage. On m'a posé la question une fois en me disant pourquoi est-ce que c'est moi qui jouais le rôle de ma mère et que j'ai pas choisi une actrice ordophone. Et j'ai un peu répondu, un peu sous le ton au premier abord, de manière très sérieuse, en disant qu'il y a quand même très peu de comédiennes, d'actrices et même d'acteurs ordophones en France qui parlent les 2 langues. En tout cas, que c'était sur un temps tellement court entre le moment où j'ai pris la décision de tourner et d'y aller. Le scénario a dû changer parce que moi je suis née au Pakistan. Ma mère est arrivée en France avec moi dans ses bras, j'avais 3 ans. C'était censé être le scénario
Et la petite D'accord. fille qui devait jouer mon rôle, Mhm. au final, n'a pas pu 2 jours avant le tournage. Ah Donc j'ai dû oui, réécrire l'histoire d'accord. pour réadapter Réadapté, aussi ouais, ouais. les choses. Et donc, enfin, c'est compliqué. Et puis les gens sont bénévoles. Mhm. C'est un film autoproduit, Mhm. donc c'est du temps, de l'énergie, etc. Et puis en vrai, je le dis sur le ton de la rigolade, mais vraiment, je pense que c'était très égoïste de ma part, mais j'avais du mal à envisager que Mhm. tous ces vêtements que j'ai mis de côté depuis longtemps en me disant un jour je vais rentrer dedans. Ma mère, ça l'insupporte, j'ai ce côté un peu écureuil Mhm. fou de garder les choses. Oui. En fait, je me suis dit à un moment donné, en sortant les choses, où on était alors telle couleur à tel moment, telle chose, ça va avec ça, etc. Elle m'a énormément aidée en fait. Mhm. Euh, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à rencontrer des personnes et j'étais là, genre. Je trouvais pas le feeling, mais parce que je pense que j'avais du mal à me dire que quelqu'un d'autre allait être dans ses vêtements. Mhm. Quelqu'un d'autre allait être. Enfin, allait jouer elle. Mhm. Et en grandissant depuis très longtemps, on m'a toujours dit que je lui ressemblais énormément et j'étais là, genre, en fait. Je peux pas laisser quelqu'un d'autre le faire en me disant, Mhm. bon, je suis pas du tout Parce que je pense que comédienne. même si imaginons, tu le refais et que tu as tous les moyens et que tu cherches des acteurs et des actrices, je pense que tu ferais le même choix, non? Je pense pas que c'est une question, oui, de moyens. Je pense que c'est plus par rapport au message que tu as envie de Ouais. transmettre, la symbolique. Et par rapport aux vêtements, je comprends parce que enfin, nos vêtements, ce ne sont pas juste des vêtements. En fait, il y a une histoire derrière. Et comme eux Mm. aussi, ils ont traversé finalement, ils sont venus du Pakistan jusqu'en France, pour toi, ça reste pas que des vêtements, ça représente vraiment une époque. Ouais. Ça représente ta maman à ce moment-là. Donc, je comprends Mm. l'aspect très affectif aussi finalement Ouais, ouais. auquel tu es attaché, quoi. Si je devais refaire le court métrage en vrai, je sais pas. Euh, je pense que si je devais le refaire, c'est-à-dire que là je l'ai déjà fait une Mhm. fois, en vrai, je préférerais être avec une comédienne avec laquelle je peux travailler le Mhm. rôle et le développer. Mhm. Parce que pour moi, c'est la première fois où j'étais devant la caméra à Mhm. jouer un rôle et pas derrière. Oui. Donc ça a été aussi difficile de se détacher Mhm. du cadre et de tout ce qui se passe, qui du coup je ne maîtrise plus parce qu'il faut aussi que je sois Oui, oui, concentrée. dans l'élément. Donc, et en même temps, on était une petite équipe et j'étais avec des personnes avec lesquelles j'avais Mhm. déjà travaillé, etc. Donc j'étais dans cette zone de confort-là pour pouvoir le Mhm. faire. Mais il y avait de la frustration quand même, tu vois. Ah. Et du coup, je pense que si c'était à refaire et que j'avais la chance de le refaire, j'aimerais travailler avec quelqu'un Mhm. qui ne parle pas français, Mhm. qui n'est pas forcément comédienne, parce que du coup, il y a Mhm. personne n'est comédien, enfin comédienne du coup professionnelle Mhm. dans le film. Et en fait, ça serait une matière brute qui serait vraiment intéressant pour moi à travailler Mhm. en tant que réal et metteur en scène. Mhm. Donc j'avoue que maintenant que je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait, c'est Ouais, c'est bon, bon, c'est fait. Ouais. on peut Mais passer. justement, enfin, j'ai dit ça, mais en réalité, c'est ce que je t'avais dit aussi quand j'ai regardé la première fois, c'est que pour moi, ça mérite que ce soit plus développé, que ça devienne vraiment un film. Et du coup, justement, tu m'as confirmé que, en tout cas, il y a un projet ou quand ça va aboutir à un film. Est-ce que tu veux un peu plus nous en parler Bah là, comment dire, en fait, quand ce court-métrage-là était un prétexte pour Mhm. une version plus longue, Mhm. c'était un peu, disons, une expérience de jouer sur les ambiances, le récit, de Mhm. voir des choses qui fonctionnent ou pas. Mais oui, mon envie est de faire un long métrage, et un long métrage de fiction pour le coup, Mhm. qui retracerait tout ce parcours-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer. Mhm. Et autant là, c'était un choix de mettre en avant les femmes, Mhm. euh, d'avoir vraiment ces récits de femmes, et du coup, on est vraiment centré sur les femmes. Mhm. Mais du coup, la dualité homme-femme aussi pourrait être intéressante à développer pour la suite. Donc je suis en processus d'écriture Mhm. de quelque chose qui pourrait ressembler à un long métrage, mais ça va demander du temps et Bien sûr, puis plus de travail. ouais, et puis cette énergie de pouvoir vraiment se concentrer
sur ce récit parce que évidemment il y a plein de non-dits Mhm. que je pouvais pas raconter en Bien 12 sûr. minutes. Mhm. Mais c'est une ouverture pour peut-être une suite, en tout cas, ouais, je l'espère. Et du coup, là, sur le long, j'aimerais bien Ouais. avoir des acteurs et Mhm. moi me libérer de cette charge. Bah écoute, il y avait vraiment encore plein de choses à dire, mais je pense qu'on a quand même fait un peu le Mm. tour. Donc moi, je vous invite vraiment à voilà, soutenir son travail, à regarder, parce que c'est important que notre communauté aussi elle te soutienne, parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'est des sujets qui nous concernent et c'est notre vécu aussi. À travers ta maman, c'est le vécu un peu de toutes nos Ouais. mamans que tu racontes. Et donc du coup, enfin voilà, moi, je peux que t'encourager et en tout cas, je trouve que c'est un très beau projet. Et dès que le film il sortira, bah, voilà, on va t'encourager et on ira le voir forcément. Merci. Donc on a abordé plein de choses et je sais qu'il y avait encore plein d'autres choses dont on peut parler vraiment des heures, mais je pense que vraiment on a fait enfin, le tour, en tout cas sur pas mal de choses. Donc je te remercie pour cette discussion. Évidemment, on a hâte de voir le film, donc je vous encourage aussi à la soutenir et à regarder son travail parce que enfin, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et pour conclure du coup cette émission, bah, je veux que tu nous lis la citation que tu as choisie comme message de la fin pour l'émission. Alors, On t'écoute. pardon. C'est une citation de Mohammed Iqbal. Donc, je vais la faire en ourdou d'abord. Mhm. Tu shahin hai parvaz kam hai tere samne asman aur bhi hai. Et donc, dans une traduction approximative en français, tu es un faucon, ta vocation est ton envol. Tu as d'autres cieux qui se prolongent devant toi. Sur ces mots très très beaux, très inspirants, je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait de femme encore plus inspirant. Donc voilà, continuez à nous suivre sur cette émission Portrait de femme Sinfina Zouk.